Bienvenue à tous, je suis Chancela Tchala. Madame, Messieurs, depuis un certain temps, je vous plonge dans l'histoire de la guerre à l'est de notre pays, la République démocratique du Congo. C'est grand pays d'Afrique centrale, c'est deuxième pays en termes de superficie après l'Algérie. Ces pays, malheureusement, fait face aux atrocités, aux massacres et à un génocide qui perdure depuis 30 ans. Aujourd'hui, l'histoire remonte en 1994 lors de la guerre entre le peuple rwandais. La RDC, à l'époque, les Zaïre, reçoit la demande de la communauté internationale pour ouvrir ses portes ou ses frontières afin de recevoir des réfugiés rwandais. Ce que notre ancien président, le défunt maréchal Mobutu, à l'époque ne savait pas, c'est qu'en ouvrant la porte pour recevoir ces réfugiés, il ouvrait en réalité la porte pour sa propre chute et pour ce qui deviendra 30 ans plus tard le génocide congolais. Ce mois d'août est décrété par les autorités de mon pays comme un mois de la commémoration de ces génocides. C'est l'occasion pour nous de pouvoir renforcer des liens avec les victimes qui ont survécu pendant toutes ces guerres et qui continuent à être résilients dans toutes ces années difficiles que traverse notre pays face à cette agression du Rwanda et de l'Ouganda soutenue par les Américains précisément. Peuple congolais, nous partageons ces contenus pour éveiller des consciences et pour alerter tout le monde du danger qui guette notre pays si chacun de nous continue à maintenir son silence et à observer comme spectateur simplement ce qui se passe dans notre pays. Ces moments sont des moments fondamentaux. Je vous prie de pouvoir continuer à partager ces contenus, de continuer à alerter tout le monde autour de vous pour que le moment venu que personne ne puisse nous paraître ignorant de la vérité de la réalité et que chacun de nous soit suffisamment outillé afin de pouvoir défendre l'intégrité territoriale de notre pays menacé depuis plusieurs années maintenant. Plus de 10 millions de nos compatriotes ont été tués par ces deux pays voisins. Plus de 500 000 femmes qui sont en réalité nos mamans, nos sœurs, etc. ont été violées, et massacrées et épaissées par ces armées et par des groupes armés formés au Congo, soutenus, créés par ces deux pays voisins, sans compter le nombre d'enfants qui sont contraints dans des circonstances inexplicables de rejoindre ces groupes armés ou ces armées des pays voisins qui opèrent illégalement sur les territoires congolais. Malgré ces génocides que nous commémorons, malgré les victimes survivantes que nous commémorons également à la même occasion, le monde entier ferme les yeux face à ce qui se passe au Congo. Ceci est une preuve que nous sommes seuls et que nous ne devons absolument pas compter sur qui que ce soit pour restaurer notre intégrité territoriale. Nous ne devons que compter sur nous-mêmes et cela part par la connaissance, par la quête de la connaissance de l'histoire, d'où nous sommes partis, où nous sommes actuellement et d'où nous partons dans les futurs. C'est comme ça que la dernière fois, nous étions arrêtés en train d'expliquer qu'avec l'arrivée de l'AFDEL dans notre pays, Laurent Désiré qui s'était autoproclamé président de cette coalition qui avait pour objectif de pouvoir faire tomber le maréchal Mobutu, mais aussi ouvrir la porte au massacre et au pillage de nos minéraux. Laurent Désiré, quand il s'est autoproclamé, alors qu'il était que porte-parole jusqu'à preuve du contraire, il s'est autoproclamé président de l'AFDEL. Tous les mots ont été déclenchés à ces moments-là précis. La dernière fois, on s'est arrêté en train de vous expliquer des exactions qui ont été commises par l'armée rwandaise et ougandaise qui était au sein de l'AFDEL à Kinshasa. Laurent Désiré, face à ces genres de preuves, n'avait plus de choix que de pouvoir lancer un appel solennel patriotique à tous les Congolais à l'époque de pouvoir adhérer massivement à l'armée afin de pouvoir réparer l'armée qui était en décadence de la situation avec la chute du maréchal Mobutu et s'assurer que les Rwandais et les Ougandais puissent retourner chez eux. On va continuer aujourd'hui avec la lecture, Madame, Messieurs. Décidé à ne recevoir aucune instruction de Kigali ou même de la Maison Blanche, malgré l'influence grandissante et écrasante des Tutsis rwandais dans l'appareil de l'État congolais, Laurent Désiré Kabila provoque rapidement l'ire de ceux qui avaient contribué à son arrivée au pouvoir. Plusieurs médias occidentaux s'y mobilisent alors contre lui, les traitant des dictateurs au même titre que Mobutu, qui avait passé 32 ans à la tête du Zaïre. Aubert Mukendi confesse, ils voulaient tous la mort, pas seulement médiatique du président. Ça a transpiré la volonté de meurtre. J'étais stupéfait en voyant les déchaînements contre lui en très peu de temps et plus globalement contre nous tous.
Je connaissais bien Laurent Désiré Kabila, mais quand je lisais et entendais toutes les insanités qu'on déversait sur lui alors qu'il n'avait même pas encore passé une année au pouvoir et qu'il voulait simplement l'indépendance du Congo, j'ai compris que les Occidentaux et leurs alliés voulaient son élimination pure et simple. Les attaques médiatiques contre Laurent Désiré Kabila seront d'autant plus surprenantes que les mêmes médias soutenaient quelques mois auparavant, soutenaient auparavant qu'il était l'homme du changement, le vieil opposant à Mobutu qui allait ouvrir le Congo à la démocratie et à l'économie de marché. Comment pouvait-il alors devenir dictateur en quelques mois seulement? Peut-être que Kabila ne semblait plus correspondre aux rêves des dirigeants américains ou plus exactement au profil qu'il voulait à la tête du Congo. C'est ce que confirmera plus tard un officier des renseignements Tutsi proche de Kagame. Les Américains nous avaient demandé d'écarter Kabila qui ne leur convenait pas. La guerre médiatique contre Laurent Désiré Kabila a pris de l'ampleur au point de faire du chef de l'État congolais un paria. Encourager une enquête de l'ONU sur les massacres des réfugiés consistera donc pour le gouvernement des États-Unis non pas à chercher la vérité mais à rendre le président Laurent Désiré Kabila responsable des crimes contre l'humanité. Comme Laurent Désiré Kabila avait compris ce que préparait l'administration Clinton contre lui, il a pris la décision de s'opposer fermement à l'initiative des enquêteurs de l'ONU qui voulaient enquêter non pas sur les massacres commis à l'est de la RDC, mais sur ceux commis à l'ouest. Il ne voulait surtout pas voir les enquêteurs onusiens mener leurs investigations sous la dictée de la Maison-Blanche et de Kigali. Éviter d'enquêter à l'est de la RDC signifie éviter la vérité sur les auteurs de massacres en RDC. Pendant que toutes les manœuvres s'organisent en coulisses contre le président Kabila, un journaliste franco-américain, Stephen Smith, publie dans les quotidiens français Libération un article intitulé « Kabila dans la mire de l'ONU », un témoignage accablant confirme le massacre de Hutu. Le journaliste plante donc les décors en affirmant que l'enquête sur les massacres des réfugiés Hutus dans l'ex-Zaïre devient un enjeu des politiques internationales. Du côté, la quasi-totalité des États africains et au-delà le mouvement de non-alignés regroupant une centaine de pays des tiers-monde font bloc autour de Laurent Désiré Kabila, le président de la République démocratique du Congo, qui s'est estimé hier victime d'un complot ourdis par les grandes puissances sous couvert d'action humanitaire. De l'autre, les Nations Unies et l'opinion publique occidentale exigent que la lumière soit faite sur les tueries ayant fait sans compter les réfugiés morts d'inanition ou de maladie pendant de mois de persécutions à travers la forêt équatoriale des dizaines de milliers de victimes. Entre les deux, les États-Unis sont pris au piège de leur politique africaine qui les aurait rendus complices de ces violations de droits de l'homme. Alors que Washington cherche à ménager ses alliés africains et à minimiser l'assistance militaire fournie à des soldats assassins, l'opinion américaine du Congrès aux médias presse les gouvernements de révéler toute l'étendue du rôle passé et présent de l'armée américaine au Rwanda et au Congo. Si l'enquête de l'ONU parvenait à se faire convenablement, les informations que détiennent déjà certains membres du Congrès américain et qui seraient susceptibles de mettre en cause des soldats ou des conseillers américains pourraient être versées au dossier. Cette opération est envisageable pour les présidents Clinton. Inenvisageable pour le président Clinton.
On va néanmoins apprendre dans les témoignages de messieurs Scott Campbell, consultant de l'ONG américaine Human Rights Watch, cité par le journaliste Stephen Smith, que Kabila et Kagame redoutaient que la mission d'enquête de l'ONU trouve des ossements et tente aussi de déterminer qui est le responsable de ces massacres. Monsieur Campbell souligne que le nettoyage des charniers serait en cours, y compris par la crémation de cadavres, et fait état d'intimidation des témoins dont certains seraient battus, arrêtés ou sommairement exécutés. Qui aurait donc intérêt à intimider des témoins ou de les assassiner? Après avoir souligné la possible responsabilité de Laurent-Désiré Kabila dans ces massacres, M. Campbell révèle qu'au nom de la stabilité, une grande partie de la communauté internationale semble prête à poursuivre comme si de rien n'était et à mettre ces massacres sous le tapis. Construire un nouveau Congo sur les squelettes et les cendres des réfugiés constitue cependant un point de départ pour de nouvelles violences et une instabilité à long terme. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Parce que si Kagame a été tenu pour coupable des massacres et des Hutus dans des camps des réfugiés à l'est de notre pays, certainement que tout ce dont il a bénéficié au nom des soi-disant génocides rwandais, il n'aurait pas eu tous ces bénéfices-là et qu'il ne serait probablement pas ce qu'il est devenu aujourd'hui. Malheureusement, ce n'est pas seulement Kagame qui gagnait. Il y avait des tireurs, des ficelles qui étaient cachés derrière Kagame qui constituaient un bouclier pour eux. Il est utile de rappeler que Laurent-Désiré Kabila, s'il n'a pas lui-même initié la prise de Kinshasa par les armes, n'a pas hésité pour préserver son arrivée au pouvoir à fermer les yeux sur tous les massacres des masses commis par les troupes de Kagame aidées par les Américains. C'est bien sur ces points précis que la Maison-Blanche et Kagame les tiennent et veulent lui faire porter la responsabilité des crimes perpétrés par l'AFDEL et l'APR. Enfin, si la communauté internationale est prête à passer l'éponge, comme l'a dit M. Scott Campbell, ce n'est pas pour protéger Laurent-Désiré Kabila, mais pour protéger Kagame et l'administration Clinton. Voilà les fonds du problème. En tout état de cause, l'enquête de l'ONU aura bien lieu malgré les réserves exprimées publiquement par Laurent-Désiré Kabila. Dans sa lettre du 29 juin 1998 adressée au président du Conseil de sécurité, le secrétaire général de l'ONU Kofi Annan livre ainsi quelques éléments de conclusion de son équipe d'enquête. Les tueries auxquelles se sont livrés l'AFDEL et ses alliés, y compris des éléments de l'armée patriotique rwandaise, constituent des crimes contre l'humanité, tout comme les dénis d'une assistance humanitaire aux réfugiés rwandais Hutus. Les membres de l'équipe pensent que certains des meurtres peuvent constituer des actes de génocide selon l'intention qui les motivait. M. Annan ajoute, les coupables de violations doivent rendre des comptes, les droits de l'homme doivent faire l'objet d'une surveillance étroite partout où ils sont menacés. Les qualificatifs des génocides employés par Kofi Annan n'est pas hasardeux car le même terme a été utilisé par un autre enquêteur du HCR, M. Robert Gersony, en juillet 1994 sur les faits similaires commis par les rebelles Tutsis. M. Gersony avait jeté un malaise en présentant les protégés Tutsis de l'administration Clinton comme auteurs du génocide des Hutus. Vous voyez clairement que quand j'ai dit qu'il n'y a jamais de génocide des Tutsis, les gens disent « Ouais, c'est un discours scandaleux. Ouais, c'est parce que vous n'aimez pas les Tutsis. Ouais, c'est parce que vous discriminez les Tutsis. » On va croire que les Tutsis sont des êtres extraordinaires et pourtant c'est des espèces nocives qui nuisent à la liberté, à la paix, à la quiétude des Congolais et aussi de certains pays au niveau du continent africain. C'est même au-delà de l'Afrique parce qu'en Angleterre, vous suivez au Royaume-Uni, un adolescent Tutsi a tué trois autres
adolescents et a blessé plus de dizaines de personnes, ce qui a déclenché des manifestations dans tout le Royaume-Uni. C'est comme ça la nature des Tutsis. Ils tuent comme ils respirent et après ils se victimisent, ils se replient sur eux pour dire « ouais, nous sommes victimes de ceci, cela », mais c'est eux qui créent tous les maux et qui créent des conditions... des exactions inexplicables, des crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Vous voyez clairement ici que le mot génocide qui a été utilisé correspond aux faits qui ont été vérifiés par les enquêteurs des Nations Unies, qui ont été mandatés par, à l'époque, les présidents du Conseil de sécurité, M. Kofi Annan. Vous comprenez clairement, madame, messieurs, que quand on vous dit, ouais, les Tutsis ont été tués par les Hutus, j'ai toujours dit c'est faux et archi faux. C'est des Tutsis qui ont exterminé des Hutus et les ont même pourchassés et poursuivis jusque dans des camps de déplacés à l'est de notre pays. C'est comme ça que vous voyez, lors des soi-disant commémorations des génocides rwandais, il y a quelques mois en arrière, les pays occidentaux qui soutenaient des fois qu'il y a eu génocide des Tutsis ont changé des mots et des qualificatifs pour dire désormais génocide des Rwandais, pour dire qu'il y a eu des Tutsis, des Hutus et des Tutsis également qui ont perdu des vies pendant cette guerre au niveau du Rwanda. Mais la RDC, mon pays, notre pays, ne doit pas payer les pots cassés des choses que la RDC n'a jamais commises, ni au Rwanda, encore moins en Ouganda. C'est comme ça que nous partageons ce contenu afin d'attirer pas seulement l'attention du monde entier qui soutient le Rwanda dans ses multiples agressions sur les sols congolais, mais aussi de pouvoir attirer l'attention particulière de tous les Congolais qui sont encore distraits de ce qui se passe afin de pouvoir se préparer et de pouvoir se munir des armes convenables pour défendre l'intégrité territoriale de notre pays. J'espère que cet extrait vous a plu et surtout a boosté plutôt votre patriotisme. N'hésitez pas de mettre en commentaire vos points de vue et on va se retrouver dans la prochaine occasion pour continuer à partager des contenus avec ceux qui ont besoin de savoir plus sur ce qui se passe à l'est de notre pays. Merci.